Caramel. Caramel. C'est pas pour me vanter, mais avant-hier, j'ai marché, et pas tout seul qui plus est. Et plus je marchais, plus je revenais, et me revenait en boucle tout ce que j'avais entendu et lu pendant la semaine sur cette marche de grévistes, passéistes, violents et casseurs de tout poil, salariés privilégiés voulant garder leur retraite de privilégiés. Et si pour une fois on changeait de paradigme, comme on dit maintenant dans les réunions de cadre ou dans les séminaires de management, si pour une fois on changeait de focale, si on attaquait le problème par la face nord, d'abord, de quoi qu'on cause? D'un simple mouvement de protestation contre un projet de réforme de la retraite dont on ne comprend plus rien, tant Jupiter et sa troupe ont dit tout et son contraire, parlant tantôt d'une réforme structurelle avec système à points, tantôt d'une réforme paramétrique avec recul de l'âge de la retraite, une ou l'autre d'ailleurs, ou les deux en même temps, ou séparément. Allez, vas-y, comprendre quelque chose, mon neveu. Protestation contre ces réformes ou justement autre chose? Et si finalement les grévistes d'avant-hier avaient eu pour cible une politique générale plus qu'une réforme en particulier? Les taxis gueulaient contre la concurrence déloyale à leurs yeux des VTC et autres Uber, la télé et la radio publique contre une restructuration qu'ils ne comprennent pas, les infirmières pour des salaires décents à la hauteur de leurs engagements au quotidien et contre des conditions de travail toujours plus stressantes, les agriculteurs contre les conditions faites à leur production par les centrales d'achat et la façon dont on leur sert le kiki amenant certains d'entre eux au suicide. Les salariés des transports roulants et agents de maintenance manifestent certes, eux, pour leur retraite spécifique, mais demandent aussi une rallonge budgétaire pour permettre à la SNCF d'investir dans la rénovation des infrastructures. Et puis, la récente augmentation de Catherine Guillaumard, la présidente de la RATP, de 12%, cette augmentation, passant de 300 000 à 350 000 euros annuels, avait du mal à passer hier du côté des cheminots et des roulants dans la manif toulousaine. De façon d'ailleurs générale, c'est cette morgue qui était au centre de la manifestation. Cette suffisance, cette impression de ne pas être entendu malgré une année de gilets jaunes, d'être réduit à vivre d'expédients, de ne pas arriver à finir le mois, cette impression que malgré tout, toutes les colères, toutes les revendications, toutes les remarques, tous les agacements n'avaient aucune prise sur la marche inexorable des premiers de cordée, avançant de plus en plus haut, laissant au bas de la falaise la masse d'une population en souffrance, en déshérence, de déclassement, en précarité accélérée. C'est surtout ceux-là qui étaient dans la rue avant-hier, ceux pour qui la notion de ruissellement n'évoque plus que le premier manque de respect du pouvoir jupitérien à la population hexagonale, pouvoir qui, injonction à traverser la rue pour trouver du travail, à la dénonciation des Gaulois réfractaires au changement, en passant par le pognon de dingue mis dans les minima sociaux, ou l'affirmation que rien n'allait changer et qu'il ne céderait rien ni aux feignants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes. Pouvoir donc qui aura surtout montré son incapacité d'empathie à la détresse d'une partie de la population et son aveuglement néolibéral. Rappelons ici et à ce stade que 15% de la population vit sous le seuil de pauvreté, 8,8 millions de pauvres dans l'Hexagone, chiffre selon l'INSEE. Alors qui prend en otage l'autre? Les grévistes d'avant-hier réclamant de ne plus être pris pour des jambons et affirmant que l'argent est là, faut-il maintenant le redistribuer équitablement, ou Jupiter en ne laissant à la population des salariés, étudiants et précaires de tout poil que la révolte et la casse comme seul terrain de négociation? Et si finalement c'était Macron le preneur d'otages? Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 31, réalisé ce soir par Thomas Delafosse. Alors ce soir, de quoi qu'on cause? On parle de nouveautés discographiques, on parle de musiciens, on parle de musique, on parle de concerts un peu comme toutes les semaines, quoi. Et ainsi, dans un instant, je recevrai
après Colin George, contrebassiste du Nilock Quartet, qui vient de sortir un deuxième album avec le tromboniste Daniel Zimmerman, un invité unique. Nilock Quartet qui jouera les morceaux de cet album et sans doute d'autres le jeudi 12 décembre au Taquin. Boucan, le trio décapant qui fait du bruit, est également dans ce studio, 3 mois après la sortie d'un premier album enregistré au Pays de Galles avec John Parrish et à une semaine de leur concert du 11 décembre au Métronome. Et entre tout cela, Jean-Pierre Lérac, la caution morale et artistique de cette émission hebdomadaire, nous parlera du concert d'un pavé dans le jazz de ce soir au théâtre du Hangar. Programme danse, vous l'avez donc compris ce soir, mais on commence tout de suite, et comme toutes les semaines, par la nouveauté, pas encore sortie de la semaine, Tropic Hotel. Tropic Hotel, c'est un duo, une paire mixte. À ma droite, Sandra Campas Saint-Jean, chant, orgue et percussion. À ma gauche, Frédéric Jean, chant, guitare, basse et batterie. Et par ailleurs, ancien des groupes Hué et Hyperclean. Ensemble, ils interprètent quelques chansons du répertoire de la bossa brésilienne, tout en ayant pris soin d'en faire une traduction délicate au plus près de la langue. Le discours amoureux est au centre des débats et les arrangements sont très 60s et psychédéliques, un peu comme si Françoise Hardy et Jacques Dutronc, chantant Puisque vous partez en voyage, avaient bifurqué au dernier moment vers les pics de sucre et vers les pains de sucre de la baie de Rio et découvert du coup les chansons du tropicalisme. Tropic Hotel sortira son premier album en mars, on y retrouvera des morceaux et des musiques signés Chico Buarque, Tom Jobim, Vinicius Moraes, Sidney Miller, Caetano Veloso, Barbosa, Carlos Lira, que du beau monde. Dernier détail, Tropic Hotel sera en concert le 10 décembre prochain, c'est un mardi à la Cave Poésie. Tropic Hotel, on les écoute tout de suite, extrait donc de cet album à sortir en mars, ça s'appelle Encore une fois. C'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Encore une fois, vous partirez. Encore une fois, je resterai là. Encore une fois, il faut souffrir et pleurer jusqu'à ce que vous rentriez. Encore une fois, j'errerai par là-bas pour vous oublier. Encore une fois, j'aurai des propos mauvais jusqu'à ce que vous rentriez. Encore une fois, vous partirez. Encore une fois, je resterai là. Encore une fois, il faut souffrir, il faut pleurer jusqu'à ce que vous rentriez. Encore une fois, j'errerai par là-bas pour vous oublier. Encore une fois, j'aurai des propos mauvais jusqu'à ce que vous rentriez. Tout le monde me demande pourquoi je me délite ainsi. Où personne ne soupçonne que sans vous je suis sans vie. Je vois le soleil quand il sort, je vois la pluie quand elle tombe. Je vois tous les chagrins du monde. Tout m'apporte le mal de vous. Encore une fois, j'errerai. J'aurai des propos mauvais jusqu'à ce que vous rentriez.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Congo ou pardon? Colin Georges, bonsoir. Genre, attention. Genre, j'adore. J'adore. Colin Genre, j'adore. Colin Genre, contrebassiste de son état, avec plusieurs groupes sous son contrôle, et notamment le Niloc Quartet. Oui. Deux mots sur ce quartet apparu ici à Toulouse il y a à peu près 5-6 ans. Oui, à peine sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec un clavier, une contrebasse, une batterie et des vents. Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est le groupe avec lequel je joue ma musique. Celle que exclusivement j'écris, sauf un titre dans ce l'album. Deuxième album. Mais sinon, c'est là où j'ai le final cut. Ça veut dire que vous jouez avec une bande de furieux en parallèle qui mixent musique et pratique du 104 SP et de la mobilette bleue mobilette. 103 SP. Exact, c'était pas 104, c'est 103 SP. Tobogoy, ça veut dire que là, vous n'avez pas le contrôle. Non, le Tobogoy, c'est une aventure vraiment Niloc, c'est collectif aussi, mais Niloc, je viens avec des partoches avec tout écrit dessus. Le Tobogoy, c'est un groupe plus rock, quoi, où chacun amène des choses et tout s'élabore vraiment en commun. Pour en revenir à Niloc, vous disiez que c'est vous qui apportez les compositions. Ça permet d'écouter votre musique. Elle a quoi de spécifique, cette musique, par rapport à tout ce que vous jouez avec d'autres formations? C'est quoi que vous vouliez mettre en avant? C'est vachement plus intime, en fait. Ouais, mais elle est marquée par quoi, cette intimité? Je sais que, par exemple, vous avez été très influencé, que vous continuez à écouter des choses qui tournent plutôt dans les années 70 autour de ce qu'on appelait le progressive rock, toute l'école anglaise, Canterbury, tout ça. Mais est-ce que c'est des choses que l'on retrouve? Non, moi, j'ai pas de... Enfin, quand j'ai une idée, j'ai pas d'arrière-pensée, c'est-à-dire que c'est l'idée d'abord. Ça vient souvent, d'ailleurs sans jouer, ça vient en marchant, je siffle. Et puis j'essaye d'enregistrer ce que je siffle ou je chante dans ma tête. Mais ça vient rarement en jouant. Et donc ça peut venir de n'importe où. Et peu importe le genre. Après, il se trouve effectivement que c'est un projet de jazz dans le sens où c'est des thèmes et des impros. Avec cette forme assez énergique. Mais ça pourrait être tout autre chose, en fait. Et d'ailleurs, ça risque d'être tout autre chose par la suite. C'est vrai qu'il est moins... le deuxième album est nettement moins spatial au niveau du son, par exemple, que pouvait être le premier. Je sais pas. Je n'ai pas fait d'études comparatives. Vous devriez de temps en temps. Invité unique et spécial, Daniel Zimmerman, tromboniste. Ouais. La rencontre sur ce projet-là, elle se fait comment? Alors, en fait, c'est un vieux copain. On a joué ensemble quand on était très jeunes dans un groupe de chansons qui s'appelait les Saints-Sauveurs et il était venu faire des sections. Puis on est restés très copains. Et à la fin de ce groupe, de fin des années 90, on a commencé à expérimenter des trucs... justement des rythmiques jungle, la musique beaucoup plus répétitive. Avec lui, il était intéressé par ça, comme plein de gens aussi à Paris à cette époque, comme il y avait Julien Louraud aussi qui commençait à trafiquer. Avec son Wolfgang. Et on était intéressé par cette mouvance, puis on s'est complètement perdu de vue, parce que je suis descendu sous la Loire. Lui, il est resté à Paris, il a fait la carrière qu'on connaît. Et quand j'ai voulu donner une forme un peu plus massive à cette histoire, j'ai pensé à lui. Quand vous dites plus massive, il fallait massifier le sol? Ouais, c'est vrai, donner un côté plus orchestral à la chose. C'est difficile pour un vent d'assumer un thème des fois, donc quand on est deux, on le porte, puis on peut l'harmoniser, donc on peut lui donner plus de force. Et ça me manquait. Et l'arrivée d'un nouveau musicien, ça change aussi la façon de composer ou pas? Il faut ajouter une ligne à la partition. Ah ben ouais, c'est simplement. Et gérer un humain de plus. mais je choisis que des gens chouettes, donc humainement, tout va bien. C'est quoi Niloc? C'est un groupe de jazz? C'est un groupe de musique?
Moi, j'assume le jazz complètement. Ça me va dans la forme qu'il a aujourd'hui, à savoir à emprunter tout et partout. Et surtout, oui, voilà, c'est cette forme assez, usitée, mais qui est jamais finie, de savoir d'exposer un thème, d'improviser, de revenir, de partir où on veut et revenir dessus, ou pas d'ailleurs. Mais ouais, non, j'assume, ça me pose pas trop de problèmes. Ça pose surtout un problème aux programmateurs, parce que c'est le mot qui fait peur. Donc effectivement, je suis un peu contraint de cibler le réseau jazz. Et là, c'est compliqué. Et pourquoi ? Parce que le réseau de jazz, il est en train de se rétrécir comme un pot de chagrin ? Il n'est pas si rétréci que ça, mais il est trop engorgé de projets. Mais il y a un aspect positif, parce que je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses chouettes parmi tout ça. D'ailleurs, mais c'est compliqué, après, de faire tourner, faire vivre les choses. Et de faire vivre une composition, un album, un projet. Ouais. Bah, surtout, voilà, on fait tout ça de manière très artisanale. Donc, le collectif, c'est moi, comme dirait l'autre. Il y a une difficulté de diffuser la musique quand on vit à Toulouse par rapport à une diffusion qui serait parisienne. Ce qui manque à Toulouse, c'est des structures. Il y a d'autres structures et on les connaît, elles ont leur quota de projets, donc c'est difficile après de pouvoir y rentrer, d'être soutenu par des structures. Mais après, c'est tout aussi compliqué à Paris parce qu'ils sont des tonnes, voilà. Et au moins ici à Toulouse, il y a Toulouse, quoi. Ben avec peu de lieux de diffusion, mais il y a Toulouse. Oui, puis voilà, puis c'est un vivier vraiment très très chouette, Toulouse. L'arrivée pour vous dans cette musique, l'intérêt pour le jazz, c'est arrivé comment ? Alors, je dois ça vraiment à ma mère, qui était libraire et qui était en plein dans le mouvement de 68, et qui allait chercher des livres à Paris, puis qui vendait quelques disques, et qui a vraiment touché à la vague assez free d'ailleurs. Et puis, donc, il y avait des vinyles à la maison de Mingus, et elle m'a emmené voir des chouettes concerts. J'ai vu l'Art Ensemble, j'ai vu Archie Shepp quand j'étais tout petit. Je trouvais ça pénible, mais inconsciemment, sans doute pas. parce que tout ça m'est resté, ouais. Avec un intérêt pour la contrebasse qui... Non, ça c'est plus tard. Et en fait, c'est avec le ska. Pierrot, qui est en face de moi. Donc Pierrot Pépin, qui est le trompettiste de Boucan qu'on écoutera tout à l'heure. Avec qui je partage une proximité générationnelle. On a commencé sur la scène punk dans la région parisienne, et il y avait tout ce mélange là de punk, du ska, de musique jamaïcaine, du dub, du hip-hop. Et je trouvais fabuleux les basses des groupes de ska, et notamment le bassiste des Specials. Specials, je crois que c'est un de mes groupes préférés. Et j'ai eu envie d'apprendre la basse grâce aux Specials. Mais j'aimais tout ce truc de jazz, et j'ai essayé de mettre ça sur une contrebasse. Mais c'était un projet, parce qu'à l'époque, je voulais pas faire de musique. J'ai fait de la contrebasse, en fait, beaucoup plus tard. Voilà. Beaucoup plus tard. Il y a pas si longtemps, en fait. J'avais 25 ans. Avec un intérêt pour le punk qui se retranscrit comment dans votre musique. Il y a l'énergie quand même qui reste. Ça, on en parle souvent avec Fabien donc Fabien Discombs, le batteur de New York. Vient un peu de moins de ça, mais aussi du rock. Je pense qu'il faut transpirer à un moment, quoi. Et d'autant plus même pour faire cette musique, il faut vraiment, moi je pense, moi je la conçois pas sans un engagement physique et y mettre beaucoup d'énergie, quoi. Même sur des choses assez cool, mais il faut y mettre. Enfin, pour moi, le jazz, c'est de l'énergie. Je le dissocie pas aussi de l'esprit de rage et de révolte qu'il peut y avoir dans les sources de cette musique, quoi.
Rage et Révolte, on en parlera aussi avec Boucan tout à l'heure, qui sont un peu sur ces bases-là dans la construction de leur répertoire. Vous venez d'une ville au nord de la Loire, même carrément au nord de la Seine, c'est vous dire si Rouen est vraiment au nord du Nord. Scène rock rouennaise qui a été assez importante. C'est la ville des Dogs, c'est la ville de Loewenstein. C'est ma période disco. Ah ouais, d'accord. Finalement, vous avez tout raté. Non, pas du tout. Mais j'allais acheter quelques disques à Mélodie Massacre donc Mélodie Massacre, qui était le magasin de disques de Rouen et qui est devenu le premier label punk. Ouais, j'ai un souvenir très précis. En fait, j'ai passé une année de mon adolescence là-bas, j'avais 13-14 ans, et je suis rentré dans le magasin. Et le mec pose un 45 tours qui fait et ça m'a foutu les poils. Je dis c'est quoi et j'ai acheté le 45 tours et là on me l'a volé, mais c'était Krongen, tu dois connaître toi. Qui ça? Krongen, Chronic Generation, espèce de groupe obscur et c'était terrible, et c'est vrai que l'émotion de fan de cette musique aussi mais restez, moi j'écoute encore ça, ça m'arrive, ça peut m'arriver. Grand bien vous fasse. Colin Jor. Donc, attendez, pardon, vous viviez aussi dans cette même région. Et j'avais cette passion avec vous, et j'habitais pas très loin, et j'avais le même fournisseur de cam, Mélodie Massacre. D'accord. Et quand on était très sage, on avait le droit de descendre au sous-sol pour voir la répétition des Dogs avec Dominique Laboué. D'accord. C'était assez formidable. Super. C'était assez formidable. formidable. Pour vivre là-bas, il faut avoir une certaine passion pour le ciel bas. Oui, bon, mais ça, moi, j'étais assez jeune et je faisais ce que ma famille me disait à l'époque. Donc là, je pense que j'ai pas eu le choix. Mais rien que pour avoir écouté les Dogs pas mal de mercredi après-midi, ça vaut quand même le coup. Le concert du Taquin de la semaine prochaine, ça se passera jeudi, le 12 ? Oui. Alors, avec une info de dernière minute, c'est que Julien Touéry, qui est un tantinet surmené, avec quelques projets... et puis quelques difficultés à gérer son temps et quelques difficultés aussi physiques avec ses avant-bras, ne fera pas le concert, et donc il va être remplacé par Xavier Camarasa. Avec qui on a fait deux répètes. Pianiste toulousain. Et c'est formidable. C'était super, voilà, c'est un gars très chouette, et ça s'est très bien passé. Donc ça s'annonce sous les meilleurs augures. Avec Daniel Zimmerman sur scène également. Oui, qui arrivera le matin par l'avion de je sais pas quelle heure. Enfin l'avion. Si la CGT n'a pas mangé les avions d'ici là. S'il y en a, parce que c'est pas sûr. Donc voilà, Colin Jor avec son quartet plus Daniel Zimmerman au Taquin, ça se passe la semaine prochaine, c'est le 12 décembre. Une dernière, je cite tous les autres copains. Bah oui. Fabien Duscombes à la batterie. Yvan Picot à la clarinette basse, à la flûte et au saxophone ténor, Daniel Zimmerman au trombone, Xavier Camarasa au piano et au Fender plus effet, et Mézig basse contrebasse. Très bien. Et les vinyles seront là. Ça, c'est formidable. Sérigraphié par Loïc Mozambi. Une question comme ça, c'est quoi ce retour au vinyle ? Tous les groupes maintenant font quelquefois même l'impasse du CD pour revenir au vinyle et à la musique sur Internet. C'est beau. Après, il y a un côté assez fétichiste, sans doute, dans cette histoire. Et puis, je pense qu'on est plus, c'est complètement égocentrique, mais je pense que, tant que musicien, on est plus satisfait à voir l'objet sortir sous ce format-là que sur un CD. Une espèce de côté un peu frustrant. Et puis là, j'ai la chance d'avoir un super collègue qui investit dans cette histoire, la personne de Loïc Mozambi, qui est sérigraphiste et qui fait des chouettes trucs, et qui a fait les pochettes une à une à la main. Voilà, elles seront numérotées, tout. C'est chouette. Voilà, je pense que si ça avait été à l'usine, j'aurais réfléchi à deux fois, finalement. Bon. Voilà.
Voilà, enfin en tout cas, tout ça, on le voit la semaine prochaine, 12 décembre, c'est jeudi prochain, Oui. au Taquin, Nilo 6 €. Quartet, 6 €. Pour stop. les filles, pour les garçons et les. Voilà. Parfait. Voilà. Daniel Zimmerman sera Toi, tu également payes pas. sur scène. Oui, et Jean-Pierre Lérac, comme d'habitude, ne paie pas le concert. Allez, Nilo Quartet plus Daniel Zimmerman, on en écoute tout de suite un morceau bon, qu'on n'écoutera pas en entier, il fait 12 minutes. Mais vous avez eu la bonne idée, à 4 minutes et quelques, de avoir une vraie césure, et on arrêtera sur ce moment-là. 68 l'été, Nilo Quartet plus Daniel Zimmerman, donc à voir et à écouter le 12 décembre au Taquin. Thank
mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scouts. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Jean-Pierre Lérac, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes là pour casser un peu l'ambiance, donner une autre tonalité dans ce plateau composé essentiellement de musiciens ce soir, mais par contre vous allez nous parler de musique. Je trouve que la diversité justement des propositions à Toulouse, voilà. C'est ça qui est bien. Et ce soir c'est presque la famille pour vous. Ce soir, c'est notre famille, une famille qu'on défend en tout cas. Ouais. Voilà, donc ce soir, un concert dans le cadre de la saison du Pavillon Le Jazz. Et c'est donc le dernier concert de l'année 2019, voilà. Mais il y aura les concerts de l'année 2020. Voilà, que nous annoncerons prochainement. On va dévoiler la suite. Vous êtes un spécialiste du teaser, vous aussi. C'est ça. Donc, parlons du concert de ce soir. Donc, en tout cas, le concert de ce soir qui va ponctuer une semaine très agitée sur la cité toulousaine, pas seulement dans la rue, mais également dans les salles de jazz, et ça a soufflé beaucoup cette semaine dans les salles de jazz aussi, mais on va pas faire, peut-être on n'a pas le temps de faire le résumé. Oui, mais quand même, citez les noms. Faut quand même citer des noms. La CAFPO a eu la bonne idée d'inviter plein de souffleurs jeudi soir. Blanche, voilà, qui est fait, jeudi soir, avec de magnifiques formations. Et puis il y a aussi également le Freddy Takin. Enfin, il s'est passé beaucoup de choses. Mais voilà, si on commence à raconter tous les concerts, on va pas. Oui, mais enfin, il faut quand même dire que Laurent Rochelle a monté un nouveau duo et que Nastorg joue avec une nouvelle formation qui est. Quatre altos, ce qui est assez. Voilà. Et qui a été assez exceptionnel. Nous ne parlerons pas du concert des Flying. Enfin, on ne peut pas parler de tout. Voilà, au Pavillon Sauvage, qui continue quand même les pavillons à programmer, que ce soit en pop ou en jazz, des choses assez étonnantes. En tout cas, en sauvage. Voilà, et toujours sauvage. Voilà. Et donc ce soir, au Théâtre du Hangar. Et donc ce soir, alors ça c'est une salle dans laquelle nous aimons aller chaque année, et on aime beaucoup cette salle, et avant on va essayer d'y aller de plus en plus souvent, avant justement qu'elle soit détruite, qu'elle soit rasée. Parce que dans ce an, il n'y aura plus rien. Tout le quartier. Encore un coup de Macron. Donc, enfin, là, c'est pas que Macron. Mais, et c'est vrai que nous aimons beaucoup cette salle tenue par Laurent Zou et Didier Roux. On aime bien d'abord l'animation de la salle, et puis ce qu'elle envoie, parce que pour ce genre de musique improvisée, elle est parfaite. Et en plus, voilà, c'est du feeling avec eux. Donc voilà, donc on a un plaisir. Et alors, les concerts qu'on organise à cet endroit, nous avons pris une habitude maintenant, c'est de demander à un soliste qu'on aime beaucoup, un improvisateur, on lui donne une carte blanche et il choisit le partenaire avec qui il va faire ça. Et donc on fait un concert qu'on appelle concert tuilé avec 2 solos et une rencontre inédite évidemment. Et donc nous avons cette fois demandé à Franz Loriot, le violoniste suisse, vraiment, vraiment extraordinaire musicien, et donc qui nous a proposé de faire ce solo avec Jean-Luc Guionnet. Évidemment, nous étions enchantés de ce choix. Donc, et alors il se trouve que ce sont 2 musiciens. D'une part, c'est des habitués des solos, c'est des gens qui sont des grands improvisateurs. Et coïncidence certainement, ou peut-être pas, ce sont 2 musiciens qui ont fait des solos dans le cadre du Festival de Luz. Et en plus, dans le même village qui est à côté de Luz, parce qu'on fait des concerts un petit peu autour de Luz. On ne va pas parler de Luz, mais enfin, et il se trouve que c'était à Barège. C'est juillet. Et il se trouve que. Non, mais c'est une coïncidence parce qu'en fait, ces 2 concerts ont en fait vraiment marqué les spectateurs, vraiment, parce que ce sont vraiment, encore une fois, je dis de merveilleux. C'est des gens, technicité, créativité. Et je crois que Jean-Luc Guionnet, je pense qu'au niveau saxophone, il n'y a personne qui arrive à faire ce qu'il fait. On découvre vraiment le saxophone autrement avec ce saxophoniste. Voilà. C'est vraiment un musicien extraordinaire. Donc voilà, donc c'est une rencontre inédite. Et nous, c'est ce qui nous plaît parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer quand ils vont. Alors, est-ce qu'ils vont jouer 2 solos, jouer le duo au milieu, tout ça. Enfin, voilà. Donc, une soirée vraiment pour les amateurs de musique aventureuse, comme on aime. Voilà. Avec quand même une formule assez casse-gueule. Le solo, c'est toujours de l'équilibre, c'est du fil tendu, c'est de l'acrobatie musicale. Mais c'est bien pour ça que nous choisissons vraiment les gens à qui on peut demander ça, parce qu'on peut, sinon demander à un musicien de faire un solo, ça peut être casse-gueule. Et puis c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de faire ça et qui ont vraiment une grosse expérience déjà de la pratique de musique improvisée et du solo. Et puisque Jean-Luc il joue très souvent son solo sax
Et donc, ce qui nous plaît, c'est vraiment le côté rencontre, quoi. Et donc c'est Franz Loriot qu'on va écouter tout de suite. Vous nous avez amené un morceau de son disque en solo. De 3 mots sur cet album. C'est un album, alors vous allez découvrir un petit peu, c'est sûr que ce sont des musiques qui sont peut-être un peu difficiles à écouter sur une chaîne. Faut le dire comme ça, c'est vrai que la musique improvisée, autant en live, on vit la chose complètement différemment, et là, il faut vraiment des conditions pour écouter ça. On va donner une idée de ce qu'il fait avec le violon, mais c'est vrai que, voilà, c'est pour peut-être pas faire juger ça de façon définitive. Ça peut paraître aride comme ça, lorsqu'on passe un petit extrait, mais c'est vraiment des choses qu'on doit écouter bien calées dans son fauteuil avec des conditions optimales de son, quoi. C'est quand le concert ? Non, mais le concert, il faut laisser l'animateur finir d'animer. Le concert, on va juste le dire maintenant. Donc on écoute tout de suite Franz Loriot, qui ce soir est en solo avec Jean-Luc Guillonnet, qui fera son propre solo en sax. Il y a peut-être une deuxième partie où ils vont jouer ensemble. Ça, justement, c'est ce que je disais. On appelle ça des concerts tuilés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui commence un solo, puis il joue à deux, puis l'autre finit. Et l'autre finit. Donc Franz Loriot au violon, Jean-Luc Guillonnet au sax. Ensuite, ils joueront ensemble. Ça se passe ce soir à partir de 20h30 au Théâtre du Hangar. Est-ce que l'information est bonne, Humbert? Formidable, voilà. On écoute ça et on se retrouve juste après avec Boucan. Vous croyez qu'en radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Allez, on va terminer cette émission avec le groupe Boucan. Le groupe Boucan, dont on a énormément parlé dans cette émission. On a eu la chance de pouvoir les écouter au tout début de cette aventure-là. On a eu très vite les premiers morceaux que vous nous avez fait parvenir. Et c'était plutôt sympathique d'avoir ça à ce moment-là. Et c'est vrai qu'on vous suit tous les trois depuis le début. Boucan, c'est quoi? C'est 2 ans et demi, Pierrot Pépin?
Ouais, c'est environ 2 ans et demi, 3 ans. On s'est rencontrés il y a 3 ans et le premier concert, c'était il y a 2 ans et demi, environ. Ouais. Avec un projet qui réunit donc, outre Pierrot Pépin que l'on vient d'écouter juste à l'instant, trompettiste de la formation, également Bruno Izarn, guitariste très connu dans le Tarn sous le nom de Kestekop, où il pouvait faire assaut de sauvagerie à la guitare en étant tout seul sur ses disques. Bonsoir Bruno. Et puis Ember, contrebassiste bien connu de ce côté-ci de la Garonne, même si de temps en temps il habite aussi du côté du Tarn. C'est cette proximité géographique qui vous a d'abord réunis, Bruno ? Ouais, en fait on s'est rencontrés à Groyer, effectivement, là où habitent mes 2 acolytes. Lors d'un vernissage, et voilà, on s'est connecté à ce moment-là. Ouais. Avec, j'essayais de le faire comprendre en tout début d'interview, 3 univers quand même assez différents. On a l'univers plutôt rock de Bruno Izarn, le côté jazz musique impro de Pierrot Pépin, le côté n'importe quoi de Ember. Son répertoire va autant des musiques improvisées que de la chanson. C'est parce que je t'ai repris sur la présentation exactement. Du concert de ce soir. Il y a des choses qui se paient tout le temps. Faut pas croire que rien ne se paie, c'est pas vrai. Donc non, j'allais dire le côté plutôt éclectique aussi d'Ember. Là ça va. Voilà, on vous a connu dans des groupes chansons, on vous a connu dans des groupes un peu rock, ska, des choses comme ça. On vous a connu aussi avec Bruno Chuvillon dans la musique improvisée. C'est vrai que vous faites partie avec Pierrot Pépin d'une formation dont on attend le prochain amol avec beaucoup d'impatience, c'est le Tigre des Platanes. Bon, c'est vrai que vous êtes aussi plutôt éclectique dans vos collaborations, et avec un projet qui mélange justement ces 3 univers. Ça reste quand même très punk. Colin Jor nous rappelait que Pierrot Pépin avait aussi commencé dans cette musique-là en tant que jeune musicien. L'univers est très très punk. Les paroles sont très très sauvages. On parlait de manifestations en début d'émission. C'est vrai que la révolte et la colère traversent tout cet album, et ça reste quand même aussi une musique qui peut être très improvisée sur certains passages. Ember, c'est le seul qu'on n'ait pas encore entendu. C'est vrai que la question elle est longue, il va falloir faire le tri. Ah ouais, non, là, je vais pas m'en sortir. Ouais, non, ce côté rassembler toutes les influences des 3 musiciens, c'était aussi quelque chose que vous avez voulu réaliser en écrivant le répertoire de ce groupe ? Non, mais c'est vrai, on l'a jamais présenté comme ça, mais c'est vrai que Boucan, c'est un amalgame de plein de musiques, et puis l'idée de ce groupe, c'est d'être libre de faire n'importe quelle musique, justement. Si on a envie de faire du jazz, on en fera, mais si on a envie de faire autre chose, de faire de la chanson, si on a envie de faire de la funky music, on en fera. Enfin, c'est la musique qui nous vient. On n'a pas envie de rester, de se faire enfermer dans les styles, comme c'est quand même l'habitude. Hein. Et d'ailleurs, ça peut être un problème. Hein. C'est une des choses principales que nous a dit John Parrish, avec qui on a travaillé, c'était que ça allait pas être facile à vendre, ouais, parce qu'effectivement, quand tu fais ni de la chanson, ni du rock, ni du jazz, ou bien les 3, tu vois, mais voilà, c'est pas évident, quoi. Mais par contre, il y a quand même, autant chez vous que chez le public qui vient vous écouter, il y a une excitation de vous voir sur scène, et vous êtes excité quand vous y êtes, mais enfin, il y a quand même une excitation de vous voir sur scène qui doit être assez jubilatoire quand on voit ça du côté de la scène. Bah pour nous, clairement, ouais, nous on jubile, ouais. Non, mais c'est vrai que on aime jouer ensemble et on aime partager cette musique avec le public. Ça c'est clairement pour nous c'est porteur, et c'est que ça soit dans un club ou sur des scènes plus importantes. Mais ce que je voulais rajouter, c'était par rapport à la musique qu'on fait. Tout à l'heure, Colin parlait par rapport au jazz de l'énergie et du côté révolte. Et de l'engagement à y mettre. De l'engagement à y mettre, tout à fait. Et il y a un terme, moi, que j'aimerais rajouter par rapport à ça, c'est la liberté, quoi. Et ça rejoint ce que vient de dire Mathias, c'est-à-dire qu'on se sent libre de faire ce qu'on entend, ce qu'on a envie de fabriquer musicalement. Et ensuite, les textes viennent se poser dessus et peuvent emmener la musique
dans un chemin ou dans un autre, mais voilà. Avant de continuer justement sur les textes et la façon un peu dont vous composez, vous allez chercher un peu les thèmes de vos chansons, puisqu'il y a aussi des chansons, je vais simplement vous proposer de prendre vos instruments et de nous jouer un premier morceau, comme ça on se mettra directement dans l'ambiance, on parlera ensuite de cet album qui vient de sortir, Débordé, enregistré Mathias Embert le rappelait juste à l'instant au Pays de Galles avec John Parrish, mais le temps de vous installer, contrebasse Embert, trompette Pierrot Pépin, banjo pour ce morceau-là Bruno Izarn, et puis Boucan va faire du bruit, c'est Caramel Mou, et c'est tant mieux. C'est moi qui compte. Allez. Pas trop vite. 1, 2, 3. Voilà, Boucan en direct dans Caramel Mou, premier morceau en direct, morceau vivant. En attendant de vous voir en concert, ça se passera le 11 décembre au Métronome. Vous ne serez pas seul sur ce coup-là. Vous aurez plein d'invités, enfin plein de personnes qui viendront partager la scène avec vous. Il y aura Calune, il y aura également Hill avec donc pour ce concert
concert la défense d'un certain nombre de morceaux que l'on peut retrouver sur un premier album, Débordé, sorti fin août 2019, que vous êtes allé enregistrer au Pays de Galles avec John Parrish. Alors, John Parrish, c'est quand même le compagnon de jeu habituel de Pete Gervais, donc ce qui, quand même, n'est pas forcément que la moitié de n'importe quoi dans le milieu de la musique. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, il a pu être intéressé, à votre avis, je suppose que vous lui avez demandé, par le répertoire de Boucan, Bruno? Bon, on lui a juste fait écouter l'enregistrement du premier concert qu'on avait fait, qui était notre première démo, premier cri. Il a écouté, il nous a dit ok, ça m'intéresse. C'était assez simple, c'est assez direct comme ça, quoi. Donc Parrish, qui vient plutôt de la scène rock anglaise, qu'est-ce qu'il amène d'entrée de jeu aux compositions de Boucan? Bon, aux compositions, il a pas changé grand-chose à ce qu'on avait, nous, prévu d'enregistrer. Il a amené une superbe écoute, des conditions d'enregistrement assez exceptionnelles, enfin voilà, vraiment de très, très haute qualité. Et puis vraiment une écoute et du goût, du bon goût musical. Après, il y a 2-3 moments où il nous a dit, tiens, peut-être que là, on pourrait... enlever 4 mesures ou 8 mesures pour donner un peu de dynamique sur ce passage-là, mais ça s'est limité à ça. Et puis ensuite, il a posé 2-3 instruments sur 1 ou 2 morceaux, mais voilà, c'était plus un accompagnement bienveillant et puis un gage de qualité en termes d'enregistrement et de mixage par la suite, ouais. Bah, c'est vrai que quand il te dit celle-là elle est bonne, bah tu le crois. Ah ouais. Ce qui est pas forcément le cas avec tout le monde, quoi. C'est clair. Deux mots sur ce studio gallois qui est quand même un studio assez mythique. Ouais, c'est une ancienne ferme qui appartenait à la famille Rolls-Royce, qui a été rachetée par 2 frangins au début des années 60. Et donc, ils ont commencé par monter leur premier studio dans le grenier d'un des bâtiments, parce que c'est des immenses bâtiments. Tout le reste, c'était des écuries. Depuis, ils ont transformé ces écuries et ces box à chevaux en pioles individuelles. Et donc, sont passés par là énormément de monde. Queen, Dr. Feelgood, Joe Strummer, Iggy Pop, j'en passais des meilleurs. Ils ont beaucoup travaillé dans les années 80. Tout le mouvement punk anglais, Adam and the Ants, des Buzzcocks, des gens comme ça sont venus enregistrer là. C'est à l'époque où ils ont vraiment beaucoup travaillé, parce que c'était un des premiers studios en Angleterre qui pouvait proposer à la fois le studio et l'hébergement. Et donc ça, pour beaucoup de groupes, c'était hyper précieux, quoi. Et donc c'est un endroit assez magique où t'es paumé en plein milieu de la campagne galloise. Il y a des chevaux autour, c'est un calme absolu. Et en même temps, le studio, c'est le top du top en termes d'enregistrement analogique. Parce que tout l'album a été enregistré, c'est 100% analogique. Quand vous dites calme absolu tout autour, qui était quand même un grand changement par rapport à ce qui se faisait en studio, parce que sur l'album, si le calme était à l'extérieur, ça bouge et ça bouillonne sur l'album. Il y a quand même beaucoup de rage, donc c'est vrai qu'individuellement, on vous connaît de temps en temps assez en colère, mais là, ça bouge vraiment. Il y a de quoi, non ? Ah oui, là, moi je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas de quoi. Donc. Mais c'est vrai qu'il y a cette énergie, il y a cette violence qu'on n'attendait peut-être pas dans votre répertoire à ce moment-là. Humbert. En fait, tu m'étonnes. Vous m'étonnez. Vous m'étonnez. Je n'avais pas conscience qu'il y avait une telle rage et violence et colère. Après, on met tout ce qu'on a. Moi, personnellement, j'essaye de tout mettre, tout ce que je suis, tout jusqu'à très profond. Quand je joue, quoi. Mais ça, je pense qu'il faut que ce soit le cas tout le temps, quoi. J'ai l'impression qu'on y a mis, qu'on y était entièrement, quoi. On est entièrement dans la musique qu'on a faite au moment où on l'a faite. Mais après, la violence, je vois pas tellement. La violence et la colère, on va peut-être reparler du morceau qu'on vient d'écouter, Vent d'Ouest. Il y a quand même cette tension et qui est aussi portée par le banjo de Bruno Izard. Il y a cette tension qui traverse tout ce morceau-là. On se dit, à un moment donné, ça va éclater. Et quand je dis la colère, elle vient aussi de cette tension que vous mettez sur quasiment tous vos morceaux. On sent qu'effectivement, il y a quelque chose qui est retenu et que ça peut péter à tout moment.
Ouais, je pense, je sais pas quoi. C'est un compliment en fait. Ouais, mais moi je le prends, c'est ça que j'avais pas compris. Ouais. Bon, je vais citer quelqu'un, mais je vais pas citer son nom parce que ça m'arracherait un peu le trip. Mais qui disait il y a des colères qui sont saines, quoi. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, pour nous c'est de la colère, mais c'est de la poésie à la fois, quoi. C'est-à-dire que on est dans une période effectivement où on a l'impression un peu d'être sur la brèche, mais on sait pas sur la brèche de quoi exactement. Donc ouais, il y a à la fois de c'est pas de l'anxiété, mais ouais, une espèce de rage rentrée. Il y a de quoi être en colère aujourd'hui quand on voit, la liste est longue, quoi. La mort. Oui, peut-être pas que ça. L'accueil des migrants, enfin bon, etc. Il y a tellement de choses qui ont de quoi vraiment nous mettre en colère, mais en même temps, c'est quelque chose de constructif, ce qu'on essaye de faire, quoi. C'est quelque chose de positif, quoi. C'est pas une colère destructrice, on va dire. L'album s'appelle aussi Débordé. Il y a cette notion de Y'en a marre. Tout à fait. On va peut-être écouter un morceau d'un tiré de cet album, Débordé, sorti il y a déjà 3 mois, Étranglé. On revient juste après et vous nous jouerez un deuxième morceau. En attendant, Étranglé donne de bouquins extraits de cet album Débordé, sorti fin août dernier. Change. Rien ni personne. Est-ce qu'on se spit bien, on spit le ball? Les femmes étranglent tendrement jusqu'à donner la mort. Jusqu'à donner la mort.
Voilà, toujours avec Boucan autour de cet album Débordé, sorti en août dernier, histoire de vous annoncer le concert qu'ils donneront au Métronome mercredi prochain, 11 décembre. Pour revenir sur les conditions d'enregistrement, c'est quoi par exemple qui peut changer dans un studio comme ça par rapport aux conditions que vous avez pu connaître dans d'autres studios, puisque autant les uns que les autres, vous avez tous enregistré et vous enregistrez depuis des années? Moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est d'une part le studio où on a enregistré, c'était vraiment mortel. Tout ça, si, c'est quand même, pour le coup, ils ont 3 cabines dans lesquelles ils enregistrent des reverbs qui sont donc avec une enceinte et 2 micros au milieu. Ils enregistrent chaque reverb. Donc tous les soirs, l'ingé son, il allait passer 3 heures à enregistrer chaque reverb pour ne pas avoir à utiliser aucun plugin à la fin pour le mix, quoi, tu vois. Et après c'est le travail de voir, pour le coup, John Parrish au Playpen. C'est-à-dire les Playpen? Playpen Studio, c'est un studio où on a mixé à Bristol. Et là, de le voir travailler, pour le coup, c'était vraiment, c'est vraiment tout analogique, donc il n'utilise pas un seul plugin. C'est son principe à lui, quoi. Et il bosse vraiment avec la table, il fait tourner un morceau entier. Et il met un peu plus de trompette là, un peu moins, tu vois, mais vraiment, il le fait tourner entrée, il le joue, tu vois, plusieurs fois. Et au bout d'une heure et demie, il te dit bon, et là ça vous irait à peu près. Nous on fait nos 3 commentaires, et puis là il enregistre. Mais t'as l'impression de voir un pianiste, quoi. C'est vraiment pas une seule automation, tout à la main. C'est vraiment, t'as l'impression de voir jouer un pianiste. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique. Et puis c'est jamais un bout, quoi. C'est vraiment, il joue le morceau toujours entier, toujours entier. Et pareil, quand à l'enregistrement, on n'écoutait jamais la piste de la guitare toute seule, quoi. Il avait rien à faire de ça. On écoutait toujours le tout, quoi. Mais après, je crois que tout passe, en fait, quoi. Du coup, tu laisses passer plein de trucs parce qu'il prend juste un instant. Il nous a fait refaire des petits bouts là, vous ralentissez un peu, on va refaire ça. Mais sinon, c'est une globalité, quoi. Il a vraiment Ça veut dire qu'il avait aussi en tête de faire votre musique une musique de groupe? Ouais, carrément. Mais il a vu qu'on était un groupe, quoi. Je pense aussi, quoi. Ouais, non, après, il travaille au départ. Il fait en sorte que chaque instrument sonne bien. De toute manière, franchement, avec le matos qu'ils ont, analogique et tout qui marche, ils ont un mec qui s'occupe à Rockfield, là, qui s'occupe toute la semaine en permanence, qui est là pour réparer les petits machins, tu vois. Ils ont donc des préamps incroyables. Donc, a priori, chaque instrument sonne terrible. Après, lui, il est derrière, pendant les prises, il est là pour savoir que chaque prise sonne terrible. Et puis après, au mix, si tu veux, il a une certaine confiance dans ce qui sort déjà, quoi. Ouais. Et du coup, il y a pas d'égalisation de chaque instru. C'est vraiment très très simple, quoi. J'avais jamais vu ça. C'était magnifique. Ouais, pour lui, un mix, il nous disait, le mix, il doit être très rapide, quoi. Il dit si le mix il est long, c'est qu'on a merdé à l'enregistrement, quoi. Donc on arrive au mix. Et en 4 jours, on a mixé 11 morceaux, tranquille, quoi. Tout était déjà là, quoi, en fait. Mais ceci dit, il a dit que c'était quand même l'album qu'il avait enregistré et mixé le plus vite de toute sa carrière, quoi. On est recordman. Avec quand même un son de Boucan qui est très particulier. L'instrumentation, trompette, contrebasse, guitare ou banjo selon les morceaux, il ne doit pas y avoir beaucoup de groupes qui travaillent sur cette instrumentation-là. En fait, ce qui est particulier, c'est qu'il n'y ait pas de batteur, je pense. Ah ben oui. Tu vois, c'est soulagement. Et en même temps, pour le contrebassiste, c'en est un. Ouais, au niveau du son, c'en est un. Franchement, il y a. Collinger, quand vous parlez et que vous voulez intervenir, s'il vous plaît, dans le micro, quelquefois ça aide. On est aussi à la radio et là aussi on enregistre. Donc non, vous disiez que le manque de batteur, ça au moins, ça. Non, c'est pas un manque de batteur. Non, c'est un retrait. Le batteur ne manque pas, justement. Ouais. C'est-à-dire que quand on a monté Boucan, en fait, au début, on s'était dit qu'on allait brancher un batteur. Il se trouve que sur les premières répétitions, il n'était jamais disponible. Et puis du coup, on a commencé à composer à 3 comme ça. Et que en fait, au bout de 2-3 répètes, on s'est dit que ça manquait pas, justement, qu'il n'y avait pas de manque par rapport à ça, et qu'au contraire, ça ouvrait quelque chose dans le son, et que c'est ça qu'on a eu envie de creuser aussi, quoi. Ça donnait pas mal d'air à la musique, quoi. Ouais, avec un peu plus de souplesse, hein, on peut le dire aussi comme ça. De la souplesse, je sais pas, parce qu'il y a des batteurs qui sont à la fois extrêmement efficaces et très souples, mais non, mais ça donnait ça laissait de la place, une place différente à la contrebasse, à l'acoustique en général, puis, en fait, parce que le volume de la batterie, ça force un peu, tu vois. Bon, voilà, à se mettre à son volume, alors que là, finalement, pour le coup, avec le banjo,
ça s'entend, quoi. Tu vois, c'est banjo, trompette, contrebasse. Il y a pas besoin de sonoriser ça, quoi. Ouais. Dernière petite question autour des textes. Qui les écrit et d'où ça vient? Alors, c'est Mathias et moi, Bruno, qui écrivons les textes que nous chantons. Chacun chante ses morceaux en général, quoi. Après, d'où ils viennent du fond du cœur, quoi. Ouais, non, mais à part ça, à part le fond du cœur. En tout cas, c'est vrai que toute la musique de Boucan est complètement collective, composée collectivement et tout. Mais c'est vrai que les textes, j'ai déjà eu l'occasion d'essayer ça, notamment avec Bancal Chéri, un autre groupe dans lequel je joue avec 3 chanteurs. On a essayé d'écrire ensemble, mais c'est juste pas possible, en fait. On n'y arrive pas. Et puis, au final, on s'aperçoit qu'on n'en a pas envie. Et avec Boucan, c'est pareil. Et finalement, le fait aussi de chanter... moi, je serais pas à l'aise à chanter, par exemple, les textes de Bruno, alors que j'adore le voir... le faire, et je pense que c'est réciproque. Enfin, c'est très difficile d'écrire pour quelqu'un d'autre, c'est difficile de chanter quelque chose écrit par quelqu'un d'autre. Ça m'est jamais arrivé, en fait, sauf 2-3 reprises, tu vois, mais on appelle ça un interprète, et vous l'êtes peut-être pas des chansons des autres. Pour qui c'est vraiment pas un problème. Oui, de chanter les chansons des autres, oui, ça c'est sûr, mais bon, ça... Moi, le seul texte que je dis dans le répertoire de Boucan, c'est un texte qui n'est ni de Mathias ni de Bruno, mais un texte de Boris Vian. Donc moi j'assume complètement, quoi. Mais je ne le chante pas, je le dis. Bon, on va peut-être en rester là pour ce soir. Donc rappelez quand même que vous êtes le 11 décembre au Métronome, avec Kaloun et Kaloun et Hill. Donc on va avoir droit aussi à un peu de hip-hop. C'est des univers très différents. Ouais. Bon, c'est le Bijou et le réseau Chanson Occitanie qui a organisé ce... Voilà. Triplateau et qui se décentralise au Métronome, mais c'est vrai que c'est le Bijou qui est à l'origine le Bijou, entre autres, tout à fait. De ce concert-là. Le deuxième morceau que vous nous jouez? Débordé, justement. Ah ben tiens, voilà, Débordé, le nom de l'album. Juste le temps qu'il s'installe, vous rappelez que donc Boucan, c'est le 11 décembre au Métronome, et le lendemain, Nilo Quartet avec Daniel Zimmerman, c'est le 12 décembre, et ça se passera au Taquin. Merci en tout cas, messieurs, d'être passés ici ce soir. Merci à toi. La sève des arbres, ça va déborder. Les montées de lave et les montées de lait, les crachats de l'âme, ça va déborder. La gerbe des femmes ou le vomi des fées, apprends à nager, ça va déborder. Le sang dans tes veines et le sang ravalé, le jus de ton corps, ça va déborder. Apprends à nager, ça va déborder. Les passions sauvages, ça va déborder. La pluie, les orages ne vont pas tarder. Des torrents de boue, ça va déborder. Apprends à nager ou bien naviguer les larmes des fous. Ça va déborder, des torrents de loups affamés, apprends à nager, ça va déborder. Ça va déborder. Ça va déborder, déborder, border, 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 border. Ça va déborder. Ça va déborder, déborder, border, 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 ça va déborder.
voilà, c'était encore boucan et j'espère que les auditeurs auront un peu compris pourquoi tout à l'heure je pouvais dire que la musique me paraissait assez sauvage et violente. Voilà, donc boucan le 11 décembre au Métronome. Merci en tout cas de ces deux morceaux vivants. Mention spéciale pour Ember Ember qui à chaque fois qu'il vient dans cette émission amène sa contrebasse et c'est pas l'objet le plus simple à transporter. Merci en tout cas d'être passé dans cette émission. Nous, on va se quitter là-dessus. Simplement rappeler que vous devez vous rendre compte que l'horaire est un peu inhabituel pour ce caramel mou hebdomadaire. Un samedi à 11h, ça nous arrive jamais. Exceptionnellement, hier, il y avait des retransmissions de concerts et un plateau en direct de Rennes pour les transmusicales. Nous, on se retrouve la prochaine fois à un horaire plus habituel. Ça se passera le vendredi entre 18 et 19. Salut les filles. Caramel.